Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Depuis le début de la semaine, nous sommes plongés dans l'œuvre de Ursula K. Le Guin. Découvrons aujourd'hui un 4e roman, L'autre côté du rêve, toujours présenté par David Meulemans, éditeur de la maison d'édition Aux Forges de Vulcain, et Aurélie Thiriat-Meulemans, maîtresse de conférences à l'université et traductrice, qui ont conçu, préparé et mis en voie cette série. Et puis bien sûr, vous pourrez écouter des extraits lus dans leur traduction française et dans leur version originale en anglais de L'autre côté du rêve. Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de cette série que nous consacrons à Ursula K. Le Guin, l'immense romancière américaine que vous n'avez peut-être pas encore lue et que nous allons vous donner envie de découvrir. Quand je dis nous, c'est moi-même, David Meulemans, éditeur aux éditions Aux Forges de Vulcain, et surtout mon invitée et co-présentatrice aujourd'hui, Aurélie Thiriat-Meulemans, maîtresse de conférences à l'Université de Picardie Jules Verne, qui traduit Ursula et qui travaille sur sa poésie. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un roman qui a quelque chose de fantastiquement poétique. Et pourtant, c'est un roman qui commence comme un roman de science-fiction, voire un roman psychologique, mais il est vraiment très à part dans les romans d'Ursula. Et on voulait absolument vous en parler, parce que c'est un coup de cœur, et ça montre toute l'étendue de son œuvre. Ce roman, c'est De l'autre côté du rêve, publié initialement en 1971, et traduit en français en 1975 chez Marabout. Bonjour David, bonjour à toutes et tous. Et donc je me suis trompé sur le titre, bien sûr. C'est L'autre côté du rêve, oui. L'autre côté du rêve d'Ursula K. Le Guin, 1929-2018, parce que j'ai oublié de dire ses dates de vie et de mort, qui vous donnent un peu une perspective. Au moment où elle l'écrit, elle est déjà une autrice très reconnue. Et elle se permet une sorte de petit pas de côté de son œuvre parce que c'est un roman qui est un roman hommage à un de ses meilleurs amis qui était Philip K. Dick, un grand auteur de science-fiction que vous connaissez peut-être grâce à Ubik, grâce à Through a Scanner Darkly. Blade Runner. Blade Runner, mais c'est le vrai titre. Je ne sais pas si on utilise le titre Blade Runner en français pour le roman. Non, en anglais non plus. C'est oui. Vraiment... À quoi Dream Electric Sheep, et le début, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Do Androids. Do Androids Dream of Electric Sheep. Oui, voilà. Merci. Immense auteur, très différent d'Ursula, avec une esthétique très différente. Et pourtant, d'une certaine façon, dans ce roman hommage, elle s'inspire de son ami Philip K. Dick. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce roman d'Ursula ? C'est effectivement un monde assez dickien, assez inhabituel pour Ursula. Ça se passe en fait au XXIe siècle à Portland, qui est la ville où elle a passé la majeure partie de sa vie. Et nous avons un personnage principal qui s'appelle George Orr, qui a une particularité, c'est que ce dont il rêve devient réel. Et c'est quelqu'un qui est très doux et très non-interventionniste dans le monde. Et il vit ça très mal. Il cherche à être soigné par les drogues, c'est ça qui est très dickien, et aussi par un psychiatre. Le problème, c'est que ce protagoniste rencontre un antagoniste en la personne du psychiatre, le docteur Haber, qui est très ambitieux et qui, lui, est très interventionniste. Il va concevoir une machine pour pouvoir guider et augmenter l'effet des rêves de George Orr. Et c'est vraiment, à mon sens, un roman qui est une réflexion politique taoïste. On ne l'a pas encore mentionné, mais le Tao est une grande influence d'Ursula Le Guin. Alors, le Tao, c'est une des philosophies chinoises de l'Antiquité qu'Ursula connaît grâce à son père, qui était un anthropologue et qui avait tout le temps dans sa poche une édition en anglais du Tao. Tao, c'est un texte de sagesse et de philosophie qui donc, à cette époque-là, 23-24 siècles, et qu'Ursula avait elle aussi régulièrement sur sa table de chevet. Elle en a même fait une traduction
Alors c'est une traduction un peu particulière parce que c'est une traduction pas directement à partir du chinois, mais une sorte de recomposition à partir de toutes les traductions dans des langues qu'Ursula pouvait lire. C'est un roman que j'apprécie beaucoup, moi, parce que c'est un roman qui joue avec le réel, et jouer avec le réel, ça c'est un truc très dickien, sauf que ce qu'en fait Ursula, c'est quelque chose de très différent, puisque c'est quelque chose presque sur la puissance de l'imagination et sur la responsabilité morale. Oui, et comme je le disais, c'est la morale taoïste de cette histoire, si on peut dire, c'est le principe du Wu Wei qui est de faire sans faire. C'est-à-dire qu'en fait, intervenir est extrêmement dangereux. Alors, elle a en tête les dictateurs interventionnistes de notre monde, mais en fait, Haber, qui à chaque fois souhaite résoudre un problème de notre monde, en crée des pires. Donc, le monde du roman est surpeuplé. Il veut que Orr trouve une solution à ce problème dans ses rêves. Du coup, il y a une pandémie qui tue 6 milliards de personnes, et ainsi de suite. Comment parvenir à la paix entre les humains ? Eh bien, une attaque extraterrestre fait qu'ils s'unissent tous. Comment régler le problème du racisme ? Orr se réveille dans un monde où tout le monde a la peau grise et la femme qu'il aime, qui est afro-américaine, a disparu parce que c'était une partie intégrante de son identité. Donc, on est vraiment dans une réflexion sur ça, sur faut-il intervenir ou non dans le monde, qui est une réflexion qui court dans toute l'œuvre de Le Guin. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'on a parlé du fait que les œuvres d'Ursula étaient souvent des expériences de pensée. Et en fait, pour la première fois, on voit l'expérience de pensée qui est faite par les personnages devant nous, se déployer à chaque fois, parvenir souvent à des contre-finalités, rebrousser chemin. Et en creux, ça donne un fantastique portrait des différents personnages, parce que c'est aussi quelque chose de très particulier chez Ursula, c'est son sens des personnages et son sens de l'humanité. Et est-ce que, Aurélie, tu voudrais nous lire une petite page en français, puis après en anglais, de ce beau roman d'Ursula ? Absolument, donc je vais vous lire un extrait dans la traduction française d'Henri-Luc Planchat. « Lui-ci pourtant, il aurait pu naître dans n'importe quel monde. Il n'avait pas de caractère, il était une flaque de boue, un morceau de bois rugueux. Et le docteur Haber ? Il y était né, rien ne pouvait le retenir, et il devenait plus grand à chaque réincarnation. Durant l'éprouvant voyage depuis le chalet jusqu'à Portland, tandis qu'il cahotait sur une route de campagne dans une vieille steamer de chez Hertz, Heather lui avait dit qu'elle lui avait suggéré de rêver d'un Haber amélioré, comme ils en avaient discuté auparavant. Et depuis lors, Haber avait été franc avec Orr au sujet de ses manipulations. Franc ? Non, ce n'était pas le mot juste. Haber était un personnage bien trop complexe pour être vraiment franc. Vous pouvez toujours éplucher l'oignon, vous ne trouverez toujours que de la peau d'oignon. La disparition de cette peau-là était la seule modification réelle, et elle n'était peut-être pas due à un rêve effectif, mais au changement de circonstances. Il était si sûr de lui maintenant qu'il n'avait plus besoin d'essayer de cacher ses desseins ou de tromper Orr. Il pouvait simplement le forcer. Orr avait moins de chances que jamais de pouvoir lui échapper. Le traitement thérapeutique volontaire était maintenant connu sous le nom de contrôle du bien-être individuel. Mais il était toujours aussi légal et aucun juriste n'aurait même rêvé d'amener un patient à porter plainte contre William Haber. C'était un homme important, un homme très important. Il était directeur de l'URED, le cœur du Centre mondial de planification, l'endroit où étaient prises les grandes décisions. Il avait toujours voulu obtenir le pouvoir pour faire le bien. Maintenant, il l'avait. Et maintenant, en anglais. He had, though. He could be born into any world. He had no character. He was a lump of clay, a block of uncarved wood. And Dr. Haber? He had been born. Nothing could prevent him. He only got bigger at every reincarnation. During that terrifying day's journey from the cabin to embattled Portland, when they were bumping over a country road in the wheezing Hertz steamer, Heather had told him that she had tried to suggest that he dream an improved Haber, as they had agreed. And since then Haber had at least been candid with Orr about his manipulations. Though candid was not the right word, Haber was much too complex a person for candor. Layer after layer might peel off the onion, and yet nothing be revealed but more onion. That peeling off of one layer was the only real change in him, and it might not be due to an effective dream, but only to changed circumstances. He was so sure of himself now that he had no need to try to hide his purposes or deceive Orr. He could simply coerce him.
or had less chance than ever of getting away from him. Voluntary therapeutic treatment was now known as personal welfare control, but it had the same legal teeth in it, and no lawyer would dream of bringing a patient's complaint against William Haber. He was an important man, an extremely important man. He was the director of Harad, the vital center of the World Planning Center, the place where the great decisions were made. He had always wanted power to do good. Now he had it. Merci. C'était un extrait de L'autre côté du miroir. Du rêve. L'autre côté du rêve. Alors, vous saurez que je n'ai jamais réussi à dire bien ce titre. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire le titre en anglais? The Lathe of Heaven. Et je trouve ça fantastique. C'est extrêmement poétique, très très difficile à rendre, impossible à rendre. Donc les traducteurs ont décidé de changer le titre en français. Mais fantastique roman, fantastique lecture. C'était le 4e épisode de notre série consacrée à Ursula K. Le Guin. Vous venez d'entendre les extraits lus en français et en anglais du roman L'autre côté du rêve de l'écrivaine américaine Ursula Le Guin. Demain, David Meulemans et Aurélie Thiriat-Meulemans nous introduiront la poésie de cette grande dame des lettres américaines. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.